Bonjour, donc je me présente, Adeline Gardinier, psychologue, psychothérapeute. Donc je voulais vous rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la thématique de l'échange avec notre enfant intérieur. En fait, aujourd'hui, je me suis dit que ça serait intéressant, après avoir regardé une vidéo sur une enseignante très intéressante, une enseignante spirituelle, très intéressante qui abordait nos résistances au changement et la façon dont nous nous auto-sabotions dans notre avancement par manque de considération de ces résistances au changement. Donc je pensais aujourd'hui vous parler un petit peu des réflexions qui se sont posées suite à cette vidéo visionnée. Vous pourrez retrouver dans mon blog un article concernant, le titre je crois que c'est Dialogue interne, concernant un entretien où je propose la retranscription d'une séance du dialogue que l'on a pu avoir avec une consultante concernant ce dialogue interne qui permet, dialogue interne entre notre enfant intérieur et ce pédagogue adulte que nous sommes et qui va permettre de mettre en place des repères qui nous permettront d'avancer dans notre bien-être. Donc ce dialogue interne entre l'enfant intérieur et le pédagogue adulte que nous sommes est la clé à la possibilité de résoudre les problématiques psychiques et donc les problématiques psychiques externes que nous rencontrons. En fait, nous ignorons trop souvent notre enfant intérieur. Nous ne sommes pas dans ce dialogue interne familier, intuitif, qui se ferait tous les jours en nous afin d'avancer dans nos problématiques. Alors que si on réfléchit, si nous considérions plus notre enfant intérieur et que nous ne l'oublions pas, que nous écoutions toutes ces peurs et que nous apprenions dans notre dynamique d'évolution à rassurer cet enfant intérieur pour lui donner le chemin d'avancement, nous, le pédagogue adulte qui en théorie avons les clés pour accéder à notre authenticité, nous pourrions mettre en pratique cette réflexion intérieure que nous avons en nous d'avancement, qui est de s'ouvrir vraiment à une authenticité. Nous pourrions mettre en pratique et permettre à notre enfant intérieur, qui est apeuré en nous, de ne pas s'auto-saboter et donc de nous permettre de mieux comprendre pourquoi, lorsque nous avons les clés à un niveau intérieur, à un niveau de nos réflexions, à un niveau de nos capacités à être éclairés sur les bons chemins d'ouverture et de développement personnel, pourquoi à chaque fois dans la pratique nous avons beaucoup de difficultés à accéder à cette dynamique, à cette possibilité de mettre en pratique les bonnes conduites intérieures que nous avons. Voilà, c'est parce que nous ne considérons pas assez notre enfant intérieur. Soit nous répondons trop à ses peurs, soit nous l'ignorons et nous ne comprenons pas que quand nous avons des difficultés à avancer, c'est simplement parce que nous n'écoutons pas notre enfant intérieur apeuré et que nous avons du mal à le rassurer en prenant le temps de lui démontrer la manière dont le nouveau chemin que nous lui proposons dans nos bonnes déterminations, dans notre bonne résolution, ces bonnes résolutions, nous n'arrivons pas à les mettre en pratique parce que nous ne sommes pas assez attentifs à contenir notre enfant intérieur apeuré pour lui démontrer à quel point il se trompe dans ses peurs et à quel point nous l'aimons dans cette possibilité aussi à respecter son rythme pour que ça n'aille pas trop vite. En fait, notre adulte bien déterminé dans ses bonnes réflexions à suivre un petit peu les codes du bien-être et les bons codes de l'âme, soit nous ne penchons pas assez sur ces bonnes résolutions et nous nous laissons happer par les peurs de l'enfant intérieur. Donc nous répondons à ces peurs en ne suivant plus nos bonnes déterminations, nos bonnes dynamiques, nos bonnes résolutions,
ou soit nous sommes trop fermes, trop durs avec cet enfant intérieur apeuré. Nous ne prenons pas le temps de respecter son rythme et de lui expliquer à quel point ce nouveau chemin, même s'il lui fait peur, ce nouveau chemin d'avancement, même s'il fait peur à notre enfant intérieur apeuré, nous ne prenons pas le temps de lui expliquer à quel point c'est le bon chemin. Et nous ne prenons pas le temps, de façon trop rigidifiée, à respecter son rythme. On n'en a pas trop vite dans cette possibilité que nous avons à l'exposer à ses peurs. Nous ne proposons pas un cadre d'exposition ajusté à son rythme. Soit il y a une trop grande ambition de l'adulte pédagogue en nous, qui l'exposons trop à ses peurs, trop rapidement, soit il y a une trop grande permissivité de l'adulte pédagogue qui ne prend pas le temps de démontrer à l'enfant intérieur apeuré comme quoi le nouveau chemin est le bon. Et là, l'adulte pédagogue se laisse happer, devient trop permissif et laisse reprendre le contrôle à l'enfant intérieur apeuré dans la détermination de son existence. Voilà, ça c'est hyper important, mais je vous conseille de vous référer à l'article que j'ai fait sur le blog Dialogue interne, où là vous avez une illustration dans un dialogue concret entre la consultante et moi de la manière dont nous avons travaillé ce dialogue interne entre son enfant intérieur apeuré et cet adulte à elle, vraiment en construction, cet adulte qui détient les clés de cette capacité d'évolution, de cette capacité à écouter son authenticité et son âme afin d'avancer. Hein, donc c'est important de se référer toujours à ce dialogue interne entre ces deux instances, hein, ce que j'appellerais l'enfant intérieur apeuré qui représente notre mental, notre ego, et l'adulte pédagogue qui est ouvert à son monde intérieur et authentique et qui représenterait notre soi supérieur. Voilà, hein, donc ce dialogue entre le mental et le soi supérieur. Donc, dans cette dynamique, comment s'opère ce dialogue interne entre ces deux instances? Tout d'abord, dans un cadre encore comme je vous le signale, où il faut être dans une recherche, une enquête exhaustive des dynamiques relationnelles que le consultant partage avec son monde extérieur, ses influences intérieures et extérieures, il est important de repérer là où l'enfant intérieur apeuré s'exprime. Là, on va pouvoir mettre en avant les peurs excessives de l'enfant intérieur qui se sont construites sur des traumatismes du passé. Donc, il va falloir que l'adulte pédagogue que nous sommes, rassurant, aille enquêter, aille rechercher les traumatismes vécus par le consultant pour voir comment, durant ces traumatismes, le consultant a construit des défenses entre guillemets de survie, des défenses très fonctionnelles à l'époque qui lui ont permis de dépasser le trauma, donc voir comment le consultant a construit certainement, s'il a vécu une agression, des défenses de clivage, des défenses d'évitement, de déni, de voir quelles ont été les dynamiques défensives que le consultant a posées à ce moment-là qui l'ont aidé à dépasser le trauma. On les repère et à ce moment-là, on va pouvoir comprendre, nous l'adulte pédagogue qui fait une enquête exhaustive des systèmes élargis dans lesquels le sujet baigne, dans cette prise en compte la plus complète, même si elle n'est jamais complète, la plus complète de ce qui a déterminé le fonctionnement du sujet à ce moment-là, quelles ont été ses défenses aidantes au moment des traumas. Parce que à ce moment-là, quand on a pris en compte les dynamiques d'adaptation qui ont été bonnes à ce moment-là, quand on a pris en compte toutes ces dynamiques, on va pouvoir, l'adulte pédagogue va pouvoir pointer à l'enfant intérieur apeuré à quel point ces dynamiques défensives lors des situations traumatiques ont été bonnes. Il va pouvoir gratifier l'enfant intérieur apeuré en lui disant « Merci, très bien, parce que toutes ces dynamiques défensives que tu avais mises en place au moment de ces traumas étaient bonnes. Merci. » Il va pointer à quel point l'enfant intérieur apeuré a protégé
dans une dynamique de survie, il a eu les bonnes défenses, ce mental, cet ego, dans des situations de survie, a eu de très bonnes défenses. Et grâce à cette mise en lumière de ces bonnes défenses de survie propres à l'ego, au mental, qui fait son boulot, son job à ce moment-là, il va pouvoir, l'adulte pédagogue, gratifier cet enfant intérieur apeuré pour ce qu'il a fait dans le passé. C'est très important. Il faut savoir gratifier, remercier cet enfant intérieur, lui montrer qu'il est bon, que tout ce qu'il fait et qu'il va le faire de façon excessive dans le futur après, part d'une bonne intention. Parce que l'adulte pédagogue va pouvoir montrer à quel point les dynamiques défensives excessives mises en place par l'enfant intérieur apeuré dans le cadre quotidien sont désadaptées, qu'elles sont excessives, mais c'est par bonne intention l'enfant intérieur a voulu mettre en place ces dynamiques défensives. En effet, imaginons que dans une situation traumatique, l'enfant intérieur a dû se cliver, a dû être dans un déni pour dépasser par exemple une agression vécue. L'adulte pédagogue va pouvoir dire merci, parce que dans le passé, tu as eu les bonnes défenses pour te protéger, pour que moi, l'adulte pédagogue, je puisse être ici aujourd'hui et pouvoir, moi, à mon tour, t'aider. Moi, à mon tour, avoir cette capacité de connaître aujourd'hui les systèmes défensifs qui vont nous aider à avancer. Tu m'as aidé à vivre aujourd'hui en tant qu'adulte parce que tu as pu dans des défenses survie, protéger l'enfant qui est en train de grandir en moi pour que je grandisse et que je devienne cet adulte. Et maintenant, c'est à moi de t'aider, te pointer comme quoi ces défenses de suradaptation, ces défenses excessives liées au trauma vécu, tu n'as plus besoin de les mettre en place à l'heure actuelle. Je vais te mettre en avant, te mettre en relief à quel point maintenant nous ne sommes plus dans une situation traumatique. Nous sommes dans un cadre quotidien sécurisant et je vais t'aider à sortir des peurs traumatiques en te faisant prendre conscience que ces défenses qui nous ont bien aidés dans le passé pour avancer, pour que je puisse grandir moi en tant qu'adulte, on n'en a plus besoin. Ces défenses que tu as mis en place dans le passé, merci, elles nous ont aidés, elles me permettent d'être là, adulte présent près de toi. Maintenant, c'est à moi de t'aider, de te remercier pour ce que tu as mis en place dans le passé, mais de te mettre en relief que maintenant, nous ne sommes plus dans des situations traumatiques. Et ces défenses du passé que tu as du mal à lâcher, toi l'enfant intérieur, parce qu'elles nous ont sauvé la vie, il faut que tu les lâches, parce qu'elles n'ont plus besoin d'être ici présentes, à s'exprimer. Nous ne sommes plus dans une situation traumatique. Nous devons remercier ces défenses du passé qui nous ont aidés pour grandir, mais maintenant il faut les lâcher. Et moi, l'adulte pédagogue, je vais t'aider, nous allons nous aider à trouver les bonnes dynamiques défensives dans notre cadre quotidien maintenant sécurisant. Voilà, ça c'est hyper important. Il y a tout un travail à faire avec l'enfant intérieur, je dis toujours, il faut être ferme et aimant avec l'enfant intérieur apeuré. L'enfant intérieur apeuré, c'est notre ego. C'est pour ça qu'il n'est pas question de supprimer l'ego. Il est question de le remercier pour nous avoir aidé à devenir l'adulte que l'on est actuellement, qui va proposer justement de dépasser les problématiques du futur, mais de remercier cet enfant intérieur qui a permis à l'adulte de grandir pour dépasser maintenant de nouvelles peurs liées à un cadre quotidien hors traumatisme maintenant. De se libérer des traumatismes du passé, certes, mais de faire prendre conscience à l'enfant intérieur que d'autres dynamiques liées à un nouveau cadre de vie doivent être mises en place. Ça, c'est important. Être ferme et aimant avec l'enfant intérieur en nous, le remercier pour ce qu'il a fait, mais de dire maintenant c'est moi qui prends les rênes, parce que le cadre de vie est différent. L'enfant intérieur apeuré est encore traumatisé. Il ne se rend pas compte qu'il n'est plus dans une situation insécurisante. Par bienveillance, il continue de protéger surexcessivement l'adulte pédagogue en nous. Donc, ce dialogue interne, c'est vraiment retracer qu'avec notre ego, il n'est pas question de le rejeter, il n'est pas question de le supprimer. Il est question de le remercier pour tout ce qu'il a fait dans notre passé pour que nous soyons là, adultes pédagogues en train de continuer de grandir et en train de trouver nos solutions pour dépasser le plus complètement possible les traumas du passé. Donc de le remercier pour ça et de lui dire maintenant oui, tu as fait ta part du boulot, je reprends les rênes, je vais
nous aider à continuer d'avancer là où tu m'as aidé moi à grandir en me protégeant dans les situations traumatiques. Moi, je t'aide à grandir, je t'aide à lâcher prise, à te rendre compte que nous ne sommes plus dans des situations traumatisantes. Je t'aide à te libérer entre guillemets du stress post-traumatique pour que tu lâches prise l'enfant intérieur en moi et que tu puisses pas t'amuser maintenant. Tu lâches prise, qu'on puisse nous refusionner tous les deux. Toi en tant que cet enfant intérieur qui sera toujours là, mais qui sera plus dans une position de survie, qui va apprendre à s'amuser en moi. Et moi, l'adulte, je vais te laisser vivre, jouer, je vais te libérer de tes chaînes du passé, de tes traumas, pour que moi, l'adulte, je puisse continuer tranquillement mon chemin pour mûrir, grandir, apprendre de la vie, faire épanouir mon âme, continuer à la faire épanouir. Par cette réconciliation entre toi, mon enfant intérieur, qui peut maintenant vivre, s'amuser, et qui, moi, peut maintenant continuer à grandir, à être de retour de plus en plus vers mon âme, parce que tu ne seras plus là en train de faire du bruit par tes peurs, parce que tu seras sécurisé, serein. Je pourrai continuer à aller de plus en plus, à rejoindre de plus en plus mon essence authentique. Voilà. Ça, c'est ce dialogue-là qu'il faut engager pour résoudre toutes nos problématiques intérieures. Ce dialogue interne entre notre ego et notre soi supérieur. On ne fait pas ce dialogue interne. Si on le faisait quotidiennement, on pourrait continuer justement tout le temps à avancer bien plus facilement. On s'auto-sabote parce qu'on n'écoute pas assez notre enfant intérieur. Moi, quand je fais un travail thérapeutique avec les consultants au centre, cet exercice de les faire dialoguer avec leur enfant intérieur, c'est très dur. Ils n'ont pas l'habitude. Et au départ, ils le rejettent, cet enfant intérieur. Ils n'ont pas appris à l'écouter. Donc, bien sûr, cet enfant intérieur est en colère et il fait du bruit en eux. Et c'est tout un travail de réconciliation qui passe souvent par des pleurs, par vraiment, c'est très touchant, par un attendrissement par rapport à cet enfant intérieur en eux que l'adulte apprend à redécouvrir sous cet angle vraiment aimant. Hein. C'est vraiment cet enfant intérieur qu'il redécouvre dans tout ce qu'il a voulu faire de bon, de bienveillant pour l'adulte qu'ils sont. Parce que n'oublions pas, quand l'enfant intérieur apeuré réagit excessivement pour surprotéger l'adulte pédagogue, il croit bien faire. Il croit vraiment que le nouveau chemin sur lequel l'adulte pédagogue veut le faire aller est catastrophique. Il croit que le message de l'enfant intérieur, c'est à chaque fois, n'y va pas sur ce nouveau chemin, il va encore nous arriver des tuiles, n'y va pas. Je remets en place les anciens schémas du passé, les anciennes défenses que j'ai utilisées durant les traumas pour te surprotéger, toi, l'adulte pédagogue. Sinon, il va nous arriver encore les mêmes situations dramatiques. L'enfant intérieur est bienveillant. Il ne veut pas faire de mal. Cet ego est à la base très bienveillant. Il est simplement traumatisé. Donc, il surprotège excessivement cet adulte pédagogue en nous qui veut se révéler, qui veut avancer. Voilà, ça c'est très important à comprendre. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, je vous disais, le pédagogue adulte en nous doit être aimant, donc reconnaître tout ce que l'enfant intérieur veut, par bienveillance, mettre en place pour aider l'adulte pédagogue. Il doit être ferme. Alors, il doit être ferme, mais de façon très contenante, en proposant un discours très cohérent à l'enfant intérieur apeuré en nous. Cet adulte pédagogue, de façon théorique, en analysant tout son parcours de vie, son histoire de vie, a pu, au travers de son mental, cet adulte pédagogue a pu mettre en relief des belles lois universelles de notre vie. Celle dont je vous parle souvent, c'est que dans le symptôme, il y a la solution. Et il va falloir que cet adulte pédagogue démontre avec bienveillance, avec patience, avec beaucoup d'amour, à quel point le symptôme est la solution. Il va falloir qu'il mette ça en relief devant l'enfant intérieur apeuré. Donc, d'un point de vue très théorique, très démonstratif, au travers d'exemples de la vie quotidienne, de la vie relationnelle, l'adulte pédagogue va démontrer comme quoi, dans les symptômes que le consultant vit, il y a la solution.
déjà pour démontrer à l'enfant intérieur qui a peur de tous ces symptômes à quel point le chemin de vie est très cohérent, qu'il n'y a aucun hasard et que la vie est très bienveillante et que dans le symptôme, il ne faut pas paniquer, il y a la solution. Donc, c'est ce qu'on fait en séance, en consultation. J'invite les consultants à voir à quel point dans leurs symptômes, il y a la clé. Même si le symptôme est très contraignant, il y a la clé. Donc, je vais vous donner quelques exemples, par exemple. Donc, comme je prends toujours cet exemple, quelqu'un qui a une dépendance, par exemple, l'alcool, la drogue, on va pouvoir dire, bon, chacun a une situation de vie singulière, donc tel symptôme ne va pas avoir la même utilité, le même sens utilitaire pour telle personne. L'alcool va agir, par exemple, d'une façon utile, d'une façon différente pour tel consultant par rapport à tel autre consultant. Chaque symptôme a ses fonctions utilitaires spécifiques pour chaque personne, mais il y a toujours une fonction utilitaire. Il faut la rechercher, il faut décortiquer, il faut faire cette analyse détaillée, prendre le temps de voir comme quoi, par exemple, telle problématique d'alcool pour telle personne, ça va l'aider à travailler le lâcher-prise, là où elle ne lâche pas assez prise. Telle sciatique va aider telle personne à ralentir le rythme, là elle ne ralentit pas assez. Ce qu'on peut dire, telle phobie va permettre à une personne qui est trop dans l'implication relationnelle à se mettre à distance des relations. Ça, je vous ai expliqué, les phobies, ça a toujours ce même sens. Quelles que soient les histoires singulières de chacun, on retrouve cette idée que la phobie vient dans la vie d'une personne pour la mettre à distance des relations, là où elle s'est trop impliquée, là où elle a eu trop une position sacrificielle. Vous voyez, donc après, comme autre exemple, on va pouvoir dire, par exemple, quelqu'un qui a des TOC. Pour une personne qui a des TOC, un TOC, ça va être une façon de reprendre contrôle de sa vie. Ça veut dire une personne va exprimer son besoin de reprendre du contrôle là où elle se sent trop sous l'emprise des autres. Elle va reprendre du contrôle en contrôlant l'extérieur par des rituels, par des tocs, en exprimant une certaine agressivité. Là, elle n'ose pas assez exprimer d'agressivité par rapport à des personnes qui font trop intrusion dans son espace. Voilà, ça, des tocs, ça peut être ça. Quelqu'un qui arrive toujours en retard, c'est une façon de reprendre le contrôle sur sa vie. On peut voir encore dans les troubles du sommeil. Alors dans les troubles du sommeil, ça on en reparlera plus, mais on va voir comment c'est un travail sur le lâcher prise, et quand il y a des troubles du sommeil, c'est que ça résiste. Dans une dépression, on va voir comment ça va être une façon pour la personne de ralentir le rythme, de se poser sur vraiment son histoire, de ne plus être distrait par des activités extérieures qui la noient dans son authenticité. Donc la dépression, ça va être une façon de revenir à soi, à son authenticité. Un délire, c'est hyper intéressant. Le délire, ça va permettre de dire sous forme de schéma, de rébus assez confus, de dénoncer une position sacrificielle d'une personne qui porte le stress d'un groupe. Et comme la personne porte le stress d'un groupe, qu'elle ne peut pas le dénoncer parce qu'elle porte les dysfonctionnements d'un groupe, le délire va être une façon tout doucement d'exprimer dans un rébut à quel point la problématique c'est de porter le stress de son groupe. Et dans ce rébut, dans ce délire, il va y avoir la solution à savoir que la personne entre guillemets psychotique va exprimer en quoi elle est noyée dans son identité par les problématiques, les dysfonctionnements de son groupe. Elle va dénoncer au travers d'un rébut délirant les dysfonctionnements du groupe pour qu'on puisse l'aider, en décortiquant bien, à sortir de cette position sacrificielle. Donc là, vous voyez, il y a différentes utilités du symptôme. Et l'adulte pédagogue va aider l'enfant intérieur apeuré à voir ça. Enfin, il va lui montrer, l'adulte pédagogue, tu vois, tous ces symptômes ont du sens. Et il y a la solution dans les symptômes. Le tout, c'est toi, l'enfant intérieur apeuré, tu ne paniques pas. On décortique tout ça ensemble
et on va voir comment mettre en place le nouveau cadre fonctionnel qui va permettre de dénouer la problématique. Dans le symptôme aménage inconsciemment le nouveau cadre fonctionnel. Une sciatique va permettre de mettre un nouveau cadre avec un rythme modéré. Une problématique d'alcool va permettre de mettre en place, d'exprimer un cadre de désinhibition, un cadre où l'authenticité va de plus en plus se révéler. Des TOC vont mettre en place un cadre où la personne va pouvoir oser commencer à s'affirmer là où elle n'y arrive pas toute seule. Le symptôme va aider à mettre en place le nouveau cadre. Donc, l'adulte pédagogue explique tout ça à l'enfant intérieur apeuré. Et lui explique, voilà, je comprends, tu as peur de ce nouveau chemin, mais on y va. Et il va aider l'enfant intérieur apeuré à se dire, tu vois, hein, quand la sciatique elle grandit, quand ça s'intensifie cette sciatique, ou quand la problématique d'accord se complexifie, ou quand les TOC s'intensifient, c'est parce que toi, mon enfant intérieur apeuré, tu résistes au changement. Donc, il explique l'adulte pédagogue que dans tout cheminement au départ, il va expliquer à l'enfant intérieur apeuré qu'il va y avoir recrudescence des symptômes. Et que s'il y a recrudescence des symptômes, c'est pas que le symptôme il est méchant, c'est parce que l'enfant intérieur en lui rejette le symptôme. Il résiste au changement. Donc, le symptôme il grossit. Parce que le symptôme il est bienveillant. Lui, il est obligé de grossir si on veut pas l'entendre. Parce que il est obligé de prendre de plus en plus de place pour imposer son nouveau cadre fonctionnel. Donc, l'adulte pédagogue explique en quoi à l'enfant intérieur apeuré, comme quoi c'est lui qui fait grossir les symptômes, sans qu'il s'en rende compte. Le symptôme, lui, il arrive dans la vie pour aménager le nouveau cadre. Et quand il grossit, et ça c'est toujours normal au départ, parce que l'enfant intérieur, au départ, tout ce qui est changement, il va avoir peur. Même si on lui explique au départ, en tant qu'adulte pédagogue, que c'est lui qui fait grossir les symptômes, c'est normal qu'il puisse pas s'en empêcher. Il a peur au départ, il peut pas tout maîtriser. Mais l'adulte pédagogue va lui expliquer que c'est lui qui fait grossir les symptômes au départ parce qu'il y a des résistances au changement. Et l'adulte pédagogue lui expliquer que dans tout processus d'avancement au départ, il y a toujours recrudescence des symptômes parce que l'enfant intérieur, il ne peut pas être rassuré comme ça au départ. C'est un peu comme une phobie extérieure. Vous vous exposez à un ascenseur, là vous avez peur, ça va résister au départ. Même si on vous dit, le thérapeute va vous dire, attention, là vous allez résister, vous allez avoir peur. Même s'il prévient l'enfant intérieur ne pourra pas s'empêcher d'avoir peur. Donc, l'adulte pédagogue lui explique en quoi c'est normal qu'il y ait une recrudescence des symptômes dans les débuts d'avancement, parce que l'enfant intérieur va préférer le familier douloureux au bien-être inconnu au départ. On est tous fait pareil, c'est intuitif, c'est un conditionnement, des conditionnements, c'est purement pavlovien. Donc, il lui explique, c'est important, parce qu'en lui expliquant qu'il y a une recrudescence des symptômes au départ et que c'est l'enfant intérieur, c'est lui qui provoque ça, sans s'en rendre compte, et que c'est pas le symptôme qui est méchant à grossir, lui il met en place le nouveau cadre, c'est tout. Et il va permettre à l'enfant intérieur de se rassurer en lui disant, voilà, tu vois, tout ça c'est normal. C'est normal, mais on y va sur ce nouveau chemin. C'est normal que tu résistes au changement, mais on y va sur ce nouveau chemin. Et ça, c'est très important. Parce que, avec une très grande bienveillance, l'adulte pédagogue explique en quoi les résistances au changement sont provoquées par l'enfant intérieur et non pas par le symptôme qui établit le bon cadre, et il ne culpabilise pas l'enfant intérieur en lui disant, mais c'est normal, tu réagis normalement, tu ne peux qu'avoir peur au départ, mais moi ce que je te mets en place, ce que je te mets en relief, c'est que c'est le bon chemin quand même, on y va, c'est pas parce qu'il y a recrudescence des symptômes qu'on est sur le mauvais chemin. Avec beaucoup de bienveillance, l'adulte pédagogue va dire, je respecte ton rythme, je vais essayer de pas aller trop vite dans ce nouveau cadre d'exposition aux symptômes qui va te permettre d'avancer. Je vais essayer quand je pourrai, parce que la vie fait des fois, la vie fait que ça va très vite et que l'adulte pédagogue ne va pas pouvoir protéger l'enfant intérieur d'une exposition rapide au changement. Ça arrive, c'est une maman qui a du mal à voir son enfant s'autonomiser, l'étudiante qui part sur un nouveau poste, c'est radical. La maman, elle doit accepter ce changement, cette diffusion très vite. C'est la vie qui amène ce nouveau cadre de vie, et voilà. Mais c'est très important que l'adulte pédagogue explique ce qui se passe à l'enfant intérieur, parce que s'il comprend que tout est bienveillance, tout est parfait, tout est cohérent dans ce qui se passe, il aura moins peur d'avancer, il acceptera plus facilement d'aller sur le nouveau chemin. L'enfant intérieur a besoin d'un enseignant aimant, bienveillant, contenant, qui lui explique avec beaucoup de fermeté et d'amour, oui,
je comprends, c'est dur, c'est difficile, mais on va y arriver. C'est un enseignant qui va être contenant en disant, allez, on apprend, on avance, mais je vais essayer de respecter ton rythme. On y va doucement, mais je vais essayer, mais on y va quoi. On y va, je suis là, je te respecte, je t'aime, je reconnais tout ce que tu as fait dans le passé, mais on y va, c'est pour notre bien-être. Et ce que je voulais vous dire, c'est que, n'oublions pas, si on prend tous nos exemples au niveau des symptômes, je tiens à vraiment vous pointer que quand, par exemple, dans ces symptômes, quand il y a une intensification vraiment des symptômes, ce n'est pas le symptôme lui-même qui s'alimente lui-même, c'est parce qu'il y a une résistance, une culpabilité du consultant, de l'enfant intérieur. Et donc, en fait, une sciatique qui s'aggrave, c'est parce que l'enfant intérieur a peur, il résiste au changement. Une problématique d'alcool qui s'aggrave, c'est parce que le consultant se culpabilise, il alimente la problématique en culpabilisant et en résistant au changement. Vous voyez, c'est ça, c'est la résistance au changement. Quand il y a des troubles du sommeil, c'est parce que le symptôme qui est là, le travail sur le lâcher-prise, se fait difficilement, et le consultant résiste au changement, donc il résiste au sommeil, il résiste au lâcher-prise. Je vous invite à voir que c'est au moment où justement il y aurait lâcher-prise que ça résiste. Donc le symptôme en lui-même, il est très bienveillant. Hein. Quand le délire, il est de plus en plus lourd chez une personne psychotique, c'est l'enfant intérieur qui résiste au dévoilement que le délire essaie de mettre en place dans la vie du sujet. Vous voyez, c'est plus en fait le délire en lui-même c'est la clé. Le délire révèle la problématique. Quand la personne commence à délirer au départ, elle arrête d'être dans une position sacrificielle. Elle dénonce le truc. De façon encore indirecte, parce que c'est encore très dur pour elle, mais elle le dénonce. Et quand le délire il redouble, il faut vraiment constater que c'est une résistance au changement. Le délire en lui-même il est bon, mais si le délire s'aggrave, c'est que ça résiste au changement. Vous voyez comment c'est hyper important de voir que quand le symptôme s'aggrave, on est dans une régression, d'accord, où le consultant résiste, mais à la base, le délire, au départ, il est bon. C'est quand ça résiste que ça soit plus lourd, c'est plus chaotique. Donc voilà, je pense que c'est ce dialogue interne, encore une fois, je vous invite à aller voir mon article pour que ça soit bien illustré. Je vous invite à voir cet article sur le dialogue interne. Là, vous avez vraiment un échange thérapeutique entre moi et une consultante. Ça va vraiment illustrer ce que je vous raconte. Et ça illustre très très bien cette dynamique où quand on dit qu'il vous faut faire de notre mental un allié, c'est vraiment ça. Parce que l'adulte pédagogue, il va utiliser l'outil du mental pour rassurer son enfant intérieur. Vous voyez comme quoi tout est unifié. Il n'y a aucune dualité. Hein. Tout est unifié. Ce mental, cet ego, il ne faut pas le rejeter. On en a besoin. C'est notre point d'ancrage, c'est notre outil d'adaptation. Donc, on est encore dans ce dialogue interne, dans cette réconciliation, cette unification qu'il est nécessaire de sortir de cette illusion de dualité, de voir que ce mental, il faut le mettre à notre service. Il faut rassurer paradoxalement, ce mental, il faut l'utiliser. Donc, cet enfant intérieur apeuré, quand on va lui démontrer par A plus B, dans des analyses certes, des observations relationnelles exhaustives, quand on va lui démontrer que la solution est dans le symptôme, et que c'est lui qui se crée des résistances, mais c'est énorme pour l'enfant intérieur apeuré. Moi je le vois tous les jours en consultation, quand c'est magique, hein, les consultants sont enthousiastes, même s'ils souffrent souvent de tout ça, mais sont enthousiastes à découvrir comment ils sont en train de se guérir, s'auto-guérir sans s'en rendre compte, et que c'est parce qu'ils résistent et qu'ils ne font pas assez confiance à la solution dans le symptôme que ça se complique à un moment donné, et que c'est magnifique, que même quand le symptôme se complexifie, c'est encore ce langage de l'inconscient qui vient les aider, parce que le symptôme se densifie pour durcifier le nouveau cadre fonctionnel afin de l'imposer un temps plus long pour s'assurer que le consultant va être obligé d'expérimenter un certain temps pour que ce nouveau cadre fonctionnel devienne familier. Le symptôme grossit pour être sûr d'aménager le cadre fonctionnel
un temps largement plus long pour être sûr que le consultant va devoir lâcher prise, va devoir accepter les nouveaux cadres fonctionnels dans cette nouvelle expérimentation imposée par le symptôme. Cette expérimentation va devenir familiale à un moment donné, de sorte que le symptôme pourra partir tranquillement parce que le consultant se sera tellement familiarisé au nouveau cadre fonctionnel mis en place par le symptôme que le symptôme pourra partir, tout sera devenu familier. Mais c'est magnifique tout ça. C'est de mettre en avant ces lois systémiques, ces lois magiques, mais ces lois systémiques de toute cette bienveillance dans notre univers à toujours nous faire avancer. Ça ne peut que tout doucement rassurer cet enfant intérieur apeuré en nous, qui, au fil des expérimentations de ce nouveau cadre fonctionnel, peut se dire, ah bah ouais, c'est vrai, c'est l'adulte pédagogue qui est en train de me dire la vérité. Plus j'expérimente ce nouveau cadre de vie, plus il m'a aidé à ne pas lâcher ce nouveau chemin, plus je me rends compte que c'est le bon chemin pour me libérer, trouver la clé du bien-être. Voilà. Donc c'est vraiment magnifique, quoi. Hein. Et donc pour vous dire, en conclusion de tout ça, un grand point à pointer à notre enfant intérieur en tant qu'adulte pédagogue, c'est qu'il réalise que nous prenons comme point référentiel dans nos systèmes fermés de la 3D, notre référence, c'est les parents, c'est les ascendants. Et quand vous remarquez que quand vous faites un travail sur vous-même et que finalement on se rend compte que toute problématique est liée à une problématique de loyauté, familiale, transgénérationnelle, que toutes les dynamiques dysfonctionnelles viennent inconsciemment de cette surloyauté, de cette loyauté à respecter les codes qui sont pas toujours fonctionnels des systèmes d'appartenance. La clé du bien-être, c'est toujours retrouver cette liberté intérieure de lâcher certains codes qui ne nous parlent pas des systèmes d'appartenance. Bon, garder des codes qui nous parlent, des codes fonctionnels de nos systèmes d'appartenance, mais pour lâcher des codes qui sont dysfonctionnels de nos systèmes d'appartenance, il faut pouvoir prendre conscience que nos points référentiels, ce ne sont pas les points référentiels du système 3D. C'est des points référentiels de système bien plus élargi. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand les personnes arrivent à se libérer de leurs problématiques, ils se libèrent de trop grande loyauté au code dysfonctionnel de leur système d'appartenance. Et comment ils font ça? Bizarrement, magiquement, c'est parce qu'ils deviennent plus spirituels. Pourquoi? Parce que ils découvrent que les points référentiels dans leur vie, ce ne sont pas les ascendants de la 3D. Ils découvrent que ce sont leurs valeurs référentielles bien plus spirituelles. C'est se retrouver dans des codes qui leur parlent eux, dans leur essence authentique. Donc, leur point de référence, c'est d'écouter le langage de l'inconscient, le langage des symptômes, le langage des actes manqués, le langage de tout ça, c'est le langage de l'âme. L'inconscient, pour moi, n'est qu'une expression de l'âme. Donc, plus ils apprennent au travers de ce travail thérapeutique systémique à écouter les codes référentiels de leurs symptômes, de leur inconscient, de leur âme, plus ils découvrent les clés du bien-être. Plus ils se désengagent d'une loyauté à des points référentiels qui ne sont pas les points référentiels supérieurs. Ça, c'est génial. C'est génial parce que vous vous rendez compte que ce qui nous enferme dans des systèmes dysfonctionnels, c'est une loyauté à des codes que l'on croit nos codes de référence de la 3D qui ne sont pas nos vrais codes de référence. Et c'est marrant, encore une super synchronie. J'étais en train de discuter de tout ça avec une consultante il y a quelques jours. Le soir même, je regarde une vidéo où une personne qui a une guidance intérieure expliquait que elle avait reçu ce message que nos racines n'étaient pas terrestres, qu'elle avait eu ce message cette semaine-là, comme quoi sa guidance intérieure lui avait dit que les racines n'étaient pas terrestres, mais que les racines étaient célestes. Et que ça l'avait interpellée et que elle avait et c'était exactement ce qu'on avait associé, moi et la consultante, cette même semaine, je crois que c'était le même jour d'ailleurs. Mais pour vous dire, c'est magnifique parce que tout est unifié. Et quand on construit le puzzle, tout a une cohérence et tout est bienveillance. Le tout, c'est qu'on sort de l'ignorance, des voiles de l'illusion, et ce mental nous aide. Ce mental
a les clés. Et si vous donnez à cet enfant intérieur apeuré des outils du mental, parce que lui, il ne demande que ça, il a besoin de se il est tellement apeuré qu'il a besoin de se référer à des codes concrets du mental, et ben on peut lui donner. N'oublions pas que cette petite densité est reliée à tout ce système invisible, tout est unifié. Donc au travers de cette densité, on peut donner accès, on peut éclairer le consultant sur tous ces systèmes que l'on effleure certes, mais qui existent, et on peut le démontrer au travers de cette densité, au travers de ce mental qui peut mettre en relief que tout est unifié, tout existe. Le tout, c'est un gros travail de remise en synthèse de tout ça. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Hein. Donc, j'espère que ça vous donnera des pistes et que à chaque fois, vous pourrez revenir à cette histoire de vous dire que tout est unifié, que le symptôme est bienveillant. Et que quand il est obligé de plus s'imposer, c'est parce qu'on résiste au changement. On résiste simplement au changement et il faut, pour de moins en moins résister, comprendre les codes qui se jouent derrière. Et pour ça, notre mental, c'est une bonne aide. Et l'ego va pouvoir, notre enfant intérieur va pouvoir, on va lui proposer cet outil du mental qui lui rassure lui parce qu'il a besoin de choses concrètes. On va pouvoir lui proposer ces choses concrètes pour qu'il revienne à son essence parfaite. Et n'oubliez pas, moi je me dis toujours que les scientifiques qui ont été explorés plus loin, qui ont déjoué leur peur en ne se réfugiant pas derrière « Oh bah, je ne sais pas, ça s'explique pas, je sais pas », bah, ces scientifiques sont tous devenus spirituels. Ils n'ont pas lâché. Ce qui fait que des scientifiques qui vont lâcher à un moment donné, c'est par peur inconsciente. Ils vont pas oser aller explorer plus loin. Mais c'est dans ce « je sais pas » qui se bloque. Parce qu'un scientifique qui affronte ses peurs va toujours aller creuser et à un moment donné, il devient justement dans cette ouverture, cette approche spirituelle. N'oublions pas que de par notre densité, nous pouvons avoir accès à tout ça. Et quand nos scientifiques ne vont pas plus loin, c'est simplement, grossièrement, qu'inconsciemment, sans le faire exprès, ils ont peur d'affronter leurs problématiques, leurs peurs, leurs traumas personnels. Parce que obligatoirement, pour aller investiguer et aller plus au loin dans cette vérité, on est obligé de bousculer tout ce qu'on n'a pas réglé en nous. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une super journée. N'oubliez pas, nous sommes tous unifiés et donc ce partage, je dis toujours quand je partage comme ça, moi-même j'associe et je découvre encore plein de belles choses parce que c'est une façon aussi de partager avec vous, de me donner cette possibilité de contenir mes propres peurs pour aller explorer de plus en plus mes peurs et d'associer des nouvelles idées qui m'aident à chaque fois que je suis en consultation ou avec vous. C'est toujours des dynamiques où moi aussi dans ce partage j'avance, je découvre beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc le partage, encore une fois, c'est aussi une clé. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Au revoir.